Internet est arrivé dans notre vie quotidienne au beau milieu des années 90, au point que 10 ans plus tard, nous avons même oublié comment nous faisions avant. Je n'ai jamais vu aucune société, ni Apple, ni eBay, ni Cisco, qui ait grandi aussi rapidement que... Google a tout simplement explosé. Nous avons appris à surfer, à cliquer, à nous servir du web et de l'email. L'Internet a grandi et grossi et nous est apparue la nécessité de trouver l'information exacte que nous cherchions, comme une aiguille dans une botte de foin. Et Google est alors apparu. En quelques mois, ce moteur de recherche a révolutionné notre usage de l'Internet. La réponse à toutes nos requêtes était là, sur notre écran, avec une rapidité et une exactitude stupéfiantes. J'ai visité l'endroit au tout début en 98, ils n'étaient qu'une trentaine. Ils venaient au bureau accompagnés de leurs chiens et ils dormaient par terre. J'y suis retourné 6 mois plus tard, ils étaient près de 200. Ils remplissaient tout le bâtiment. J'y suis retourné encore, ils avaient rempli plusieurs immeubles. Quand vous y allez maintenant, c'est le QG d'une énorme boîte. Des bâtiments en pagaille, c'est devenu un titan mondial, avec des milliers d'employés. C'est donc au cœur de la Silicon Valley que Google a installé son siège, le Googleplex. Partir de rien, 2 types de Stanford avec une idée, pour arriver à une société d'une valeur de 30 à 40 milliards de dollars 5 ans plus tard. C'est une création de richesse plutôt impressionnante. Utilisé quotidiennement par un demi-milliard de personnes à travers le monde, Google suscite fascination et interrogation. Ne sont-ils pas trop puissants et trop secrets ? N'en savent-ils pas trop sur notre compte personnel ? Peut-on leur faire confiance ? Si personne ne contrôle Google, Google nous contrôlera-t-il tous un jour ? Et pourquoi voit-on ces lampes bizarres posées un peu partout ? C'est un objet particulier qui est sur tous les bureaux des Googlers. Si tu attends un peu, ça explose à l'intérieur, ça ressemble à un volcan. Google nous a entrouvert ses portes pour partir à la découverte de son monde. Alors pour tout consigner de ce voyage au-delà de sa page d'accueil, nous avons créé notre blog, notre journal, La Machine à Penser. La première chose qui vous frappe quand vous pénétrez dans les locaux de n'importe quel bureau de Google à travers le monde, c'est la jeunesse des gens qui travaillent ici. Moins de 30 ans, cela semble être la règle. Ces lampes volcans représentent Google. C'était le premier objet de déco mis en place dans les bureaux de Mountain View. C'est devenu l'image de la googlitude. Je trouve ça cool. De bureaux en écran, de Dublin à San Francisco, partout des symboles et des décors identiques. Des jeunes gens habillés par Google, emblème de l'appartenance à une famille, un club mondial d'un nouveau genre. Le problème, c'est qu'elle chauffe trop. C'est du gâchis d'énergie. C'est joli, mais je ne l'utilise pas. Google a très vite quitté les nids douillets de Mountain View dans la Silicon Valley pour essaimer des bureaux partout à travers le monde. Dans leurs valises, ils ont emmené les lampes, le baby-foot et les grosses balles en caoutchouc. Mais dans leur carton, ils ont aussi exporté une nouvelle façon d'organiser le travail, iconoclaste et différente. Cette organisation puise ses sources dans les missions qu'ils se sont eux-mêmes assignées. Google est le plus populaire des moteurs de recherche. Notre mission est d'organiser toutes les informations et de les rendre universellement accessibles. Je m'appelle Marissa Mayer. Je suis vice-présidente recherche et expérience utilisateur. Beaucoup d'entreprises doivent adapter leur éthique à leur activité réelle. Notre éthique n'a jamais changé. Elle est restée telle que Larry et Sergey l'ont définie à la naissance de Google en 1998.
Les fondateurs de Google n'ont connu que deux choses dans leur courte vie, l'université et Google. Quand j'ai rencontré Larry et Sergey, j'étais moi aussi à Stanford. Et je connaissais la mentalité de ces étudiants en informatique. Ils font du roller, mangent de la pizza au petit déjeuner, et s'ils vous bousculent dans la rue, ils ne s'excusent même pas. Larry et Sergey étaient comme ça. Mais ils se sont transformés en businessmen, capables de définir une vision de ce qu'ils voulaient accomplir et de ce qu'ils voulaient pour Google. Et ça m'a semblé très fort et incontestable. Ne faites pas le mal. Organisez l'information mondiale et la rendre disponible à tous. Larry Page et Sergey Brin ont parsemé leur ascension de petites pensées dont la témérité et la naïveté laissent pantois. Ces deux types ont grandi, sont devenus immensément riches, mais l'esprit potache est resté. Vous pouvez voir sur cette map monde comment les gens utilisent Google. Chacun de ces petits points qui montent vers le ciel représente environ une trentaine de recherches. Nous voilà aux États-Unis, ici la Californie. Vous pouvez constater que la nuit japonaise est très occupée. Regardez Tokyo qui monte, beaucoup d'activités en Chine, pareil en Inde, un peu d'activités au Moyen-Orient, des petites poches. L'Europe est au milieu de la journée et ça marche très fort dans une gamme de langues très large. Ils ne sont pas très pragmatiques, mais ils n'ont pas besoin de l'être. Ils ont une énorme organisation derrière eux, avec plein de gens brillants qui, eux, sont pragmatiques. Ils peuvent être idéalistes, ils peuvent parler du glorieux objectif de la mise à disposition universelle de tous les savoirs. C'est chouette de les avoir. Pour que Google grandisse, ce que nous voulons, c'est que les gens cherchent de plus en plus. Ce qui signifie que nous voudrions des gens en meilleure santé, des gens mieux éduqués, y compris les animaux s'ils devaient commencer à chercher aussi. En fait, nous voulons construire un monde meilleur. Google a réussi mieux que quiconque à maintenir une ambiance cool et détendue après son entrée en bourse. C'est Eric Schmidt, le PDG de Google, qui a imposé ça. Car il est très conscient de ce qui arrive quand une boîte de ce genre vieillit et qu'il y a de l'argent partout. Si l'on veut gagner dans le monde de l'Internet, il faut avoir une stratégie graduée. Il faut avoir une stratégie globale. Avoir un produit qui permet d'agglomérer beaucoup de sources d'informations. Et il faut être très rapide. Pour Google, une stratégie graduée, c'est plus de serveurs, plus de réseaux en fibre optique, plus de chiffre d'affaires, d'employés, de formation, plus d'annonces de produits, etc. Le génie d'Eric Schmidt fut de comprendre très tôt dans l'histoire de Google que leur truc, ce n'était pas la recherche. Ils ont pensé pendant un moment que l'organisation de l'information, c'était ça leur truc. C'est peut-être encore vrai. Mais ils ont évolué bien au-delà. Parce que ce qu'ils ont vite compris, c'est qu'ils avaient inventé un modèle économique totalement génial, fondamentalement novateur. Vous fournissez un service gratuit et vous faites payer des annonceurs dans la coulisse. Google facture des sommes microscopiques, multipliées par des milliards de clics. C'est un modèle économique brillant, car pour l'utilisateur, votre fidélité vient du fait que Google vous offre cette incroyable expérience pour 0 centime. La devise de Google est « Ne faites pas le mal ». La totalité de ses revenus sont générés par la publicité sous la forme de résultats achetés, qui s'affichent à la droite de vos résultats naturels. Selon un sondage, seuls 40% des gens font la différence entre les résultats achetés et les résultats naturels. Les pubs sur Google sont d'autant plus efficaces qu'elles n'ont pas l'air d'être de la pub. Est-ce faire le mal? En tout cas, ça rapporte. 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 3 milliards de dollars de bénéfices, une valeur en bourse de 165 milliards de dollars. Sophie a 27 ans, elle est formatrice chez Google France. Elle forme les annonceurs qui veulent acheter des mots. Elle nous emmène chez Yann, il est publicitaire et il achète ces mots. Tous les mots de la langue française sont donc à vendre. Ajoutez le même nombre de mots en anglais, en espagnol, en chinois, en italien, en russe, en suédois, en farsi, en arabe, en hébreu, en portugais, en flamand. AdWords et comment ça fonctionne, quoi. Déjà, ce sera pas mal. Et puis sur l'interface, savoir se débrouiller, être un petit peu autonome. Quand j'ai démarré, en tout cas, moi, j'y croyais pas tellement.
Enfin, j'avais pas cette vision-là à l'époque, c'était en 2003, hein. C'était au tout début, le bureau de Paris venait de se créer, et on n'avait pas cette vision-là, on se dit ouais, ça a l'air sympa, je sais comme aujourd'hui les annonceurs qu'on essaie d'évangéliser. Sympa, bon, ça doit être un peu chiant comme métier quand même, d'écrire 95 lignes de texte, 95 caractères. Et c'est vrai que